ATC, Addict Training Center. Donc, merci pour ta présentation, Monsieur Allel, merci beaucoup. Donc, voilà, donc, on parle dernièrement beaucoup de DevOps et ça fait la une de tous les magazines technologiques dernièrement et tout le monde se pose la question, c'est quoi le DevOps? Alors, le DevOps, c'est une contraction de deux mots anglais. Dev, développement, qui veut dire développement, Ops, operation, en français, exploitation. Alors, le DevOps, c'est une culture, c'est un mode qui est apparu la première fois en 2009 et qui fait vraiment aujourd'hui, qui est la tech en vogue dernièrement, ça fait presque 6 ans. À peu près. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi le DevOps? Le DevOps, il permet l'interaction entre deux entités. La première entité, c'est les devs, les développeurs, qui ont pour responsabilité de faire du code et qui ont un mindset principal, ajouter de la fonctionnalité, ajouter une valeur ajoutée à un applicatif. Ils sont orientés valeur ajoutée client. Donc, leur dernier, bon, ils ne se suivent pas trop vraiment de l'infrastructure, la stabilité de l'infrastructure, ou bien carrément de l'usage des ressources. De l'autre côté, ben, on a les opérations. Les opérations, c'est tout ce qui est ingénieur système et réseau qui ont pour but déjà de déployer la solution qui a été développée par les développeurs, déjà, en premier lieu, et dont leur souci, c'est vraiment la stabilité de la plateforme et l'usage optimal des ressources. Donc, on voit que ces deux entités qui ont pour le même but donner un produit final à un client à valeur ajoutée, mais exactement dans leur mindset et dans leur concept, le profil de leur job, c'est qu'ils sont totalement différents, si ce n'est opposés. C'est vrai, parce que Voilà. moi je me rappelle que les développeurs, quand ils développaient des applications, ils donnaient toujours des prérequis d'équipement d'infrastructure. Exactement. Et voilà, et si ça ne marche pas, ah, c'est pas moi, ah, c'est l'infrastructure. Exactement. Donc, Faudra penser par un concept très simple. C'est que le livrable des développeurs, c'est les prérequis des opérations par rapport à l'implémentation, au déploiement de la solution. Et les prérequis des développeurs, c'est les livrables des opérations qui doivent fournir une plateforme compatible qui répond aux nécessités des développeurs. Et faire collaborer ces deux entités qui sont carrément inversées, donc nécessite une nouvelle entité qui est pour rôle de collaborer entre ces deux personnes. Et ça, c'est le rôle du DevOps. Donc voilà, c'est le rôle du donc DevOps. le DevOps, finalement, il n'y a plus de conflit entre celui qui gère l'infra et c'est l'opération et celui qui gère le développement. Exactement, parce que le DevOps, pour dire, c'est que on va expliquer un petit peu le profil du DevOps. Le DevOps, c'est la philosophie. Voilà, c'est la philosophie. Exactement. La philosophie, c'est que aujourd'hui, la philosophie du DevOps se base sur la collaboration en priorité entre deux entités qui ont chacun le seul but de fournir un produit final. C'est la culture ouverte, c'est qu'on arrive à pouvoir communiquer entre les deux par des solutions et de la mise en place d'un environnement adéquat pour les deux entités, et aussi par l'approche, on va dire, l'approche open source qui se base sur la transparence. Qui se base sur la transparence, c'est que via le DevOps et les outils DevOps, ça nous permet d'avoir des conclusions, des solutions qui permettent de favoriser un environnement fiable, des solutions rapides, déploiement facile, et surtout, le point le plus important, c'est que donner qui a tort par rapport à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si bien cité de votre part, c'est qu'aujourd'hui, si quelque chose se plante, c'est les devs qui disent, voilà, on a eu une mauvaise plateforme qui nous a été fournie par les opérations, et les opérations qui disent, bon, voilà, non, c'est les développeurs qui ont fait un mauvais code, qui va trancher sur ces deux-là, qui va penser que non, il fallait faire ceci, il fallait faire cela par rapport à une entité à une autre, c'est le DevOps. Alors donc là, on va dire que finalement, le DevOps doit maîtriser les deux choses. Et c'est ça qui rend le DevOps aujourd'hui une ressource très sollicitée et qui a des aptitudes très accrues. Donc, on pourra dire que voilà, un DevOps, c'est un développeur
qui a un penchant, qui a des connaissances sur tout ce qui est operation. Donc, il a tout ce qui est maîtrise système et réseau. Et le contraire, c'est toute personne, c'est tout un ingénieur système, un ingénieur réseau, qui a une maîtrise de tout ce qui est infra et qui a un penchant, qui a des connaissances de développement. Donc, marier ces deux technologies, marier ces deux aptitudes, c'est ça, un DevOps et le profil d'un DevOps, exactement. Donc, aujourd'hui, Si je peux me permettre, c'est très disruptif hein, parce que c'est deux mondes différents et on crée quelqu'un qui rallie les deux, donc c'est vraiment très disruptif. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple ben, je vous concret? Parce que concret. c'est toujours abstrait, mais euh, un exemple concret, juste rapidement, parce que Rapidement. on a une heure, mais Oui, on a oui, moins oui. d'une heure, mais je Oui. sais qu'on peut pas tout Ben, il couvrir. n'y a pas mieux que de donner son expérience de vie. Euh, il y a dernièrement qu'on a pu réaliser et collaborer pour l'élaboration d'une plateforme à un client où il y avait l'équipe dev qui était externe carrément à notre structure, Adex Cloud. Tu parlais du cloud, Je parle une du cloud, plateforme sur cloud, du une SaaS, plateforme, voilà, du une SaaS. plateforme en SaaS sur notre cloud. Et le fournisseur de l'application, c'était les développeurs qui sont externes carrément à Tu veux notre dire un sous-traitant est venu voilà, greffer un truc sur notre cloud. voilà, sur notre cloud. Et il fallait trouver une solution par rapport à une problématique bien précise. Je vais être très technique, mais donc un petit, et je vais faire bref en même temps. En Non, mais même temps. c'est une science technique, Voilà, donc donc, ok. Donc, je vous donne le contexte sur lequel on a travaillé, c'est que les développeurs avaient besoin d'avoir une flexibilité de leur plateforme via un cluster de serveurs web qui devait être en scalable pour répondre à la demande et le workload donc, préconisé pour. cluster de serveurs, c'est un pool de serveurs. Oui, Hein, c'est exactement. beaucoup de serveurs en même temps. Voilà, Parce que exactement. juste pour certains Voilà. pour Voilà. simplifier les concepts. Simplifier Hein. les concepts, voilà. Et donc, on devait réaliser un cluster de serveurs web qui devait interagir avec un SGB de serveur, un serveur de base de données. Sauf que les développeurs, lorsqu'ils ont réalisé leur plateforme, ils avaient réalisé la plateforme dans le mode, dans l'environnement dev, qui est One Server, All in One. Donc, tout le codage qu'ils ont établi par rapport à l'accès aux assets ou bien aux ressources qui vont être uploadées et intégrées par des utilisateurs finaux seront sur un serveur All in One. Sauf qu'aujourd'hui, vu l'implémentation qu'on devait faire un cluster de serveurs, on devait garantir le sharing de la ressource sur tous les serveurs. Mm. Donc, on avait deux concepts. C'est qu'aujourd'hui, on devait garantir la scalabilité à la demande. Donc, il y avait le même code qui devait se répéter sur chaque serveur lors de la scalabilité création d'un serveur à la volée au besoin. Alors, Et la scalabilité, c'est l'augmentation du nombre de du nombre de serveurs serveurs. selon le workload nécessaire. Juste, Voilà, voilà. Et ça ne pouvait pas marcher du fait qu'il a réalisé que dans son codage en in one. Alors, la solution qu'on devait proposer, c'est déjà garantir un load balancer en amont. Donc, on a utilisé un achat proxy pour pouvoir faire la distribution de charges alors, le load balancer, c'est l'équilibreur de charge. Voilà. L'équilibre des charges entre serveurs. Dans plusieurs D'accord. serveurs. Donc, on devait implémenter un load balancer via un serveur achat proxy pour distribuer la charge au niveau des serveurs. Et on avait la problématique d'accès aux ressources assets qui étaient shared sur tous les serveurs, on devait garantir la disposition et la mise en disponibilité en temps réel. Donc là, on devait Donc, la introduire. disponibilité, juste pour que les gens comprennent, c'est que si je suis utilisateur et je suis d'une requête de l'extérieur, j'appelle une procédure de l'extérieur ou un service ou je lance une application, c'est que il faut que ça soit disponible, rapide, il ne faut pas qu'elle soit lente. Exactement. Donc, c'est ça le souci majeur du développeur pour que ça soit léger. Exactement. Donc, du fait que son concept initial, c'était all-in-one, donc il devait avoir le folder shared, le folder dans chaque serveur. Et ça ne pouvait pas résoudre notre problématique qui est de scalabilité. Donc, il fallait extraire l'espace de données des assets ou bien des ressources, images, vidéos qui devaient être uploadées par les utilisateurs multi-utilisateurs
qui devait être accessible pour chaque serveur web et qui devait être externe au serveur web parce que du fait on devait implémenter la scalabilité par l'application de infrastructure as code, par l'automation. Et donc, il y avait la réplication du serveur automatique selon le besoin. Et pour résoudre cela, donc on a fait introduction du DevOps où une personne a travaillé avec les développeurs pour directement cibler là où il faut les changer le code, bon, voilà, je vais être très technique, via l'usage de la sémantique de l'URL. Le URL begin par un chemin bien défini qui devait être implémenté sur le code source des développeurs dans tout ce qui est au modèle MVC sur les routes. Donc, chaque route. Ça, c'est un peu trop technique, Voilà. mais il y en a dans l'assistance, il y en a qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. C'est que, d'après ce que j'ai compris, c'est que le DevOps est venu finalement comprendre le développeur et il a essayé d'adapter sur le cloud, qui est une infrastructure, hein, donc c'est des serveurs, et il a dit, voilà, je vais t'optimiser ces ressources de telle façon que là où tu vas chercher une donnée, ça va être simple, et tu vas pas, le trafic de chaque serveur ne va pas être, j'allais dire, dense, donc lent, donc on va équilibrer les charges de telle façon que ce soit très léger. Exactement. Donc là, ça a demandé une connaissance. Justement, ça demande une connaissance côté développement. Donc, il fallait comprendre déjà le concept de développement du développeur et savoir où implémenter le changement et parler à tout ce qui est équipe operation, comment implémenter les règles et les scripts au niveau des load balancers pour qu'elles puissent répondre et directement synchroniser avec tout ce qui a été fait sur le code. Ça, c'est un exemple où un DevOps devait intervenir pour faire le milieu entre le développeur et les opérations. Voilà. Donc là, c'est un exemple illustratif. Maintenant, je passe sur une autre question. Comment fonctionne, quelle méthodologie, comment fonctionne le DevOps? Alors, le DevOps se base sur l'intégration et le déploiement d'une pipeline, ce qu'on appelle le CI et le CD. CI, c'est Continuous Integration et Continuous Development. Qu'est-ce que veut dire le développement continu et l'intégration en continu par des cycles en se basant sur un modèle agile. On peut utiliser par exemple le Scrum, où on va élaborer des sprints et établir des cycles de développement, déploiement, test et supervision. Cela se fait de telle façon à ce que les équipes dev, lors de l'implémentation de leurs modifications ou quoi que ce soit, parce que lors d'implémentation de ce genre de modèle, on parle par exemple de réalisation d'une nouvelle application, intégration d'une nouvelle fonctionnalité, résolution d'un bug bien précis, où on doit vraiment commencer directement par la planification qui se fait selon le modèle bien agile, où on crée des modules spécifiques pour chaque intégration, d'où le mindset, pourquoi le DevOps utilise le principe de microservices. On va y aller. Donc, Scrum et Agile, ce sont des méthodologies de travail de telle façon qui permettent une agilité. Dans le cas où il y a plusieurs équipes qui fonctionnent, au moins c'est bien ordonnancé pour qu'on ne perde pas le fil conducteur. C'est ça. Donc, on travaille de façon modulaire. Chaque module, on appelle un sprint. Et donc, chaque sprint a. Le sprint, c'est quoi? C'est courir? Voilà, c'est une course. Donc, qui doit poursuivre un cycle bien précis, que je viens de citer, développer, déployer, intégrer, tester, superviser. Et chaque sprint répond à une fonctionnalité bien précise. Donc, au lieu d'aller en bloc sur ce qu'on appelle le développement traditionnel classique, on termine toute l'application et après on fait les tests et là, on rebelote, on peut refaire tout un code. Là, on fait de la façon la plus agile et c'est la méthode agile qu'on split tout notre applicatif, toute la planification se fait par des modules ou bien on peut appeler ça des services parce que qui dit DevOps aujourd'hui dit automatiquement la plupart des cas, 90%, l'implémentation des solutions en microservices. On va expliquer un petit peu les cases plus tard. Et cette méthode ici va nous pousser un petit peu à faire la planification. Donc, premièrement, c'est la planification. Le deuxième point, c'est de là, attends, je t'interromps, le deuxième point, on va revenir tout de suite. De là, je comprends une chose, c'est que nous sommes dans l'agilité et nous sommes dans l'efficacité.
Ben oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que j'attende une application se termine jusqu'à la fin pour que je la lance, je vais lancer des modules. exactement. Sans interruption de service, je vais lancer un deuxième module, un troisième, un quatrième, je Quatrième, vais me mettre à jour. Donc, ce exactement. qui fait que l'utilisateur final aura déjà un produit Oui, qui est exactement. fonctionnel, Exactement. parce que le développeur, c'est de la tête aux pieds directement, il va Exactement. directement, tout en mettant le contrat. Donc voilà ce que, là c'est révolutionnaire, parce Eh que ben oui, on même, n'attend pas un projet qui se termine exactement. jusqu'à la fin pour Voilà. lancer, on va commencer petit à petit. Voilà. C'est bien, On c'est ne tape pas excellent. 2 ans, on ne tape pas 2 ans Excellent. réaliser et développer une solution et après que le client dit voilà, non, moi je voulais pas que ça se passe comme ça, je voulais cette façon. Et donc, via la méthode agile, chaque module est livré, testé, validé et on passe à un autre module, ce qu'on appelle la méthode agile. Le Après, deuxième point, le deuxième point, ben, c'est le développement. Aujourd'hui, au niveau DevOps, par rapport au développement, ce qu'on appelle le codage, et il y a l'implémentation de plusieurs outils qui sont intégrés parce que le DevOps, certes, c'est un concept, c'est une culture qui se base sur plusieurs outils qu'on parlera tout à l'heure. Et donc là, on passe au développement et qui nous permet de lancer le développement de chaque module implémenté via des outils de versionning comme le GitLab, le GitHub ou le Gitee comme implémenté. Donc aujourd'hui aussi, on parle d'une solution qui se base sur un codage par briques modulaires et qui permet directement à des codes isolés et qui interagissent avec d'autres par plusieurs méthodes. Ça dépend le type de concept de développement et le type applicatif desktop, applicatif en cloud, parce que le DevOps, ce n'est pas que pour le cloud, pour le développement web, ça s'applique à plusieurs domaines. Exactement. Voilà. Bon, donc, ça si je comprends bien, c'est une route Deming. bah oui, exactement. Donc je planifie, je développe, je teste, Juste, je juste déploie devant, et je je surveille. surveille. Exactement. Module Module par par module. module. Donc, Chaque j'attends sprint, ça. chaque module, il a le Très bien. même cycle. Donc, c'est un Je cycle continu. continue Donc, jusqu'à la finalisation du donc, module. j'ai anticipé sur les postes parce que c'est logique quand on parle de route Deming. C'est tout à fait logique, planifier, Donc, développer, tester, c'est déployer, surveiller. Donc exactement. ça, c'est C'est rotationnel. rotationnel. Et donc, c'est continu. Et C'est c'est continu. un truc C'est en continu. C'est un truc continu. C'est en continu. continu. Les mises à jour sont continues. Continue, exactement. Excellent. Et le but, c'est tout ça, c'est qu'il faut savoir que la touche du DevOps, c'est que tout est automatisé. Mm. Alors, automatisé, par exemple, si on va parler de tests, c'est que aujourd'hui, après le développement, on va élaborer tout ce qui est tâches de test. Et là, même les tests sont automatisés via des outils qu'on puisse intégrer. Cela garantit une fiabilité du code qui a été réalisé. Et automatiser directement les tests permet une réduction de temps de délai de livraison du code vérifié qui va nous permettre automatiquement de passer à l'intégration qui suit derrière. Et via l'automation des tests, cela permet aussi de donner plus de visibilité par tout ce qui est erreur et code à rectifier par rapport aux développeurs, par rapport du fait que le test ne se fait pas par un humain qui peut oublier une étape, qui peut oublier la vérification d'un workflow ou bien de flux de données. Ça se fait par des scripts automatisés, des outils bien dédiés, qu'on en parlera après, les outils qu'on pourra utiliser. Et là, je retiens une chose importante qui revient souvent dans ton langage, c'est l'automation, donc l'automatisation. Exactement. Donc maintenant, les tests automatisés, donc à chaque développement, donc le principe de l'automatisation est un principe fondamental. Fondamental, exactement. Donc, Qui est implémenté dans toutes les différentes étapes du cycle sur lesquelles on parle. d'accord. Donc, on utilise le codage, on automatise le test, on automatise l'intégration, on automatise aussi le déploiement, on automatise aussi tout ce qui est test et supervision. Donc, via l'automation, cela permet automatiquement d'avoir des résultats rapides et fiables qui nous permet de passer d'une étape à une autre sans se soucier de l'état actuel, de l'étape sur laquelle on travaille. Donc, par rapport au déploiement, donc, idem par rapport au test, le déploiement se fait de façon en continu, qui suit directement le cycle du test et qui se fait de façon automatique par des outils dédiés qui garantit une flexibilité par rapport aux opérations. Donc, je vais donner un exemple. Ce n'est pas à chaque fois qu'une implémentation d'une modification que les équipes de, de, d'exploitation qui vont générer le build, refaire tout le build de l'application et tester tout ce qui est résultat et voir l'impact
de la modification et du changement qui a été fait sur d'autres fonctionnalités de la plateforme ou de l'applicatif. Donc, l'intégration se fait de façon automatique qui peut répondre au déploiement facile de la solution sur le produit livrable qui doit être un produit final à notre client. Donc, une fois qu'on finalise directement Juste un instant, il y a une question. Oui, oui, vas-y. Donc, il y a une question d'une participante qui nous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple de la fonctionnalité d'un module, s'il vous plaît? Alors, ce que je parle d'un module, ça dépend l'application qu'on va utiliser. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, j'ai une application, par exemple, où il y a, à titre d'exemple, inscription d'un utilisateur. Inscription d'un utilisateur, ça peut être un module séparé. Donc, aujourd'hui, inscrire un utilisateur, donner à cet utilisateur des fonctionnalités ou des opérations effectuées. Chaque opération qu'il va effectuer, c'est un module qui nous permet aujourd'hui d'avoir multi-modules qui s'imbriquent et le tout va nous donner de l'application elle-même. Autrement dit, du fait que, je vais être technique, du fait qu'on va faire des tests unitaires par rapport à un module, c'est des modules unitaires en rassemblant tous ces modules, nous donnent l'application en global. J'ai donné un titre d'exemple, inscription d'un utilisateur, ça peut être un module. Donc, les développeurs créent un module dédié pour inscription, un autre module qui va nous donner, par exemple, un module de reporting d'une donnée, un autre module, par exemple, je vais donner exemple d'une application, par exemple, en mode SaaS, qui donne, par exemple, le chat. Donc, un module d'inscription, ça c'est un module d'ouverture d'une room, un module, par exemple, d'ajouter des pièces jointes. Donc, c'est à l'équipe, lors de la planification, qui choisissent les modules de telle façon à ce que chaque module peut être autonome et en même temps qui n'a pas d'impact à d'autres modules de façon directe, qui puissent être unitairement testés, intégrés et monitorés. Donc, Moi, je suis de la vieille école. oui. C'est un principe de base. Je ne crois pas que vous êtes la meilleure école. Non, mais on nous a dit toujours, il y avait toujours un prof à l'université qui nous disait, écoutez, si vous avez un problème, essayez de le décomposer en plusieurs problèmes, en sous-problèmes, jusqu'à trouver des petits problèmes Unitaire. unitaires et puis se Exactement. remonter. Donc là, Voilà. on est dans un développement d'application et on va essayer de trouver les noyaux, les modules, on va greffer un module, on va greffer un deuxième module, un troisième module, un quatrième module, de telle façon que le premier module soit déjà un livre. Parce que je reviens à ce que j'avais dit pour vous donner, disons, une métaphore à tout ce qui a été cité tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai fait un module d'inscription, moi je l'appelle un module, mais en réalité dans les DevOps, on l'appelle un sprint. Donc voilà, donc lors de la planification qui est la première étape, comme on l'a déjà cité sur l'élaboration du DevOps et les fonctionnalités C'est de le DevOps. principe fondamental de l'ingénieur. Hein. Ah oui, Planifier. exactement. Donc lors de la planification, le but c'est ça. C'est faire sortir tous les modules unitaires qui répondent à une tâche bien précise. Et via cette planification et cette étude, cela permet de créer l'agilité. Donc, le premier point le plus important, c'est de faire ressortir tous les modules unitaires qui ont une interaction avec d'autres modules, mais dont la modification, la mise à jour, l'update et l'ajout des fonctionnalités et les tests sont unitairement différents aux autres modules. Cela qui est exactement comme le système des microservices. Donc, les microservices, c'est l'implémentation de plusieurs services. Je vous donne un exemple aussi. Aujourd'hui, je peux avoir un service, parce que j'ai fait exemple de module, là, je vais le faire de façon micro. Aujourd'hui, l'implémentation des applications web qu'on réalise en mode SaaS, c'est tout le monde qui se base sur les microservices. Donc, tout le monde, dès qu'il lance une application, il dit, bon, voilà, pour l'installation, vous faites en mode container, Docker, et il y a plusieurs services qui sont implémentés, réalisés pour qu'ils interagissent entre eux. Sauf que l'interaction entre les microservices se fait par exemple à des API. Aujourd'hui, je peux créer une solution, une plateforme globale qui a plusieurs fonctionnalités, plusieurs options. Par exemple, je peux créer l'option de module de chat
l'option chat, l'option mailing, communication, collaboration, l'option, par exemple, visioconférence, et ainsi de suite. Ça, c'est plusieurs entités. Chaque entité, on peut la développer en étant comme un service. Pourquoi on fait ça? Du fait que j'ai parlé tout à l'heure de façon brève, code as a service, scaling et optimisation des ressources, c'est que via cette méthode, on peut optimiser le service qu'on veut selon l'usage qu'on a. Autrement dit, si j'ai un workload assez important en visio plus qu'un chat, là, je déploie plusieurs services en parallèle du visio pour me garantir plus de disponibilité par rapport à un autre. Alors ça, c'est un exemple bien précis, comment splitter nos modules, on appelle ça de l'engineering lors de la planification, et comment gérer ça en automation via l'équipe des opérations par l'implémentation des scripts code as a service. Là, on peut utiliser Ansible, Puppet, ça, les gens techniques peuvent le savoir, et de telle façon à réaliser le déploiement en scalabilité de plusieurs entités du service et non pas de l'application. Donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est un cluster de plusieurs serveurs. Là, on peut avoir, c'est un autre mindset, c'est création de plusieurs services. Chaque service a son mode de scalabilité. Donc, on te dit d'accord, merci. Donc, mais bon, je rebondis juste sur une question parce que je l'ai bien compris, est-ce que tu as raisonnement. Donc, est-ce que le module peut être considéré comme une fonctionnalité? Oui, parce que tout dépend de la position. Si le module est opération, c'est une fonctionnalité, donc, et vice-versa. Exactement. Donc, et là, je vais revenir à ce qu'on disait avant, parce que on parlait de continu, donc le développement continu, du test continu, de l'intégration continue. On parle de la livraison continue. Donc, en permanence, je livre, je déploie, je livre. Bien entendu, on est toujours dans le concept du Scrum. Hein. Oui. On est toujours dans l'agilité du Scrum. Hein. Donc, on est toujours dans le même sprint. Dans la conception d'une méthodologie qui est une méthodologie très agile que j'utilise beaucoup les développeurs d'ailleurs. Et donc, et ça permet d'aller très vite. Mais aussi, on parle de déploiement en continu et aussi, on parle de surveillance en continu. Donc, on revient au concept fondamental, hein, planifier, développer, tester, déployer, surveiller, livrer, surveiller. Livrer, on continue. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, via la surveillance en continu, ce qu'on appelle le monitoring supervision, cela nous permet d'avoir des KPI et qui vont être nécessaires par rapport au comportement de notre applicatif et de notre infrastructure, parce qu'on parle en DevOps, lorsqu'on parle d'une application, on parle toujours de l'infra sous-jacente qui est derrière, qui suit automatiquement l'applicatif. Donc aujourd'hui, par exemple, on parle de surveillance en continu via des outils, bien sûr. Tout ce qu'on vient de dire comme étape, il y a encore l'automation de ces étapes se fait par des outils aujourd'hui qui sont open source. Il y a des outils éditeurs, constructeurs dédiés qui ont toute une plateforme qui gère tout cela. Et la surveillance en continu va nous donner le comportement de l'applicatif parce qu'on a fait passer les tests unitaires, ça marche très bien. Et aujourd'hui, on va, via les tests de supervision en continu, on va savoir le comportement de notre applicatif, tout ce qui est gestion des workflows, gestion des flux de données et savoir est-ce que le comportement est bon ou pas. Et ce qui nous permet aussi de faire des modifications et de retourner sur le sprint au début, faire le changement du code nécessaire et rebelote. Je rappelle juste une chose parce que je suis un fan de l'infrastructure et je découvre le développement, malgré que j'ai développé il y a cela 20 ans. Et j'étais dans l'objet, l'orienté objet, je devais découvrir l'orienté objet, et c'est pas aussi différent hein, de l'orienté objet que l'orienté module. Hein. Exactement. Donc c'est à peu près la même chose. Donc, et là, on parle d'un nouveau concept, c'est l'infrastructure as a code. As a code, oui. Tu peux nous expliquer l'histoire de l'infrastructure as a code? Voilà, l'infrastructure as a code aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'infrastructure as a code, c'est comment implémenter une infrastructure par code. Donc, on va faire des scripts qui vont générer automatiquement, qui va modifier automatiquement l'environnement dans notre infrastructure. Aujourd'hui, on parle, c'est infrastructure as a code, bien sûr, ça s'applique dans un domaine bien précis, dans tout ce qui est cloud. Et aujourd'hui, du fait que via l'infrastructure flexible et agile que nous offre le cloud, l'infrastructure as a code va nous permettre d'avoir une flexibilité, une agilité extraordinaire et accrue
via le déploiement j'ai donné l'exemple tout à l'heure, par exemple, comment on peut, par exemple, avoir de la scalabilité par la création de plusieurs instances de VM, par exemple, qui est une machine, au besoin, de façon automatique, sans pour autant l'interaction d'un être humain. Donc, ça, ce qu'on appelle infrastructure as a code, on fait l'implémentation des scripts qui sont automatiquement exécutés lors de besoins et par des events et des déclencheurs bien précis qui seront déclenchés par des KPI et des seuils définis par l'ingénieur. Par exemple, voilà, une saturation ou une congestion au niveau du traitement de temps de réponse d'une base de données. Là, automatiquement, on déploie une autre machine, une autre instance pour garantir plus de disponibilité et la mise en production, la mise en service de cette machine et le déploiement automatique se fait par code, par des scripts, ce qu'on appelle l'infrastructure as a code, parce que là, on est en train de modifier notre infrastructure, on est en train d'ajouter plusieurs machines, plusieurs serveurs. Donc, on change l'architecture de notre infrastructure par code de façon automatisée, comme le fait par exemple plusieurs outils, comme par exemple, je vais citer des exemples, comme des exemples, l'OpenShift de Red Hat. Bon, je l'ai cité comme un exemple. Aujourd'hui, par exemple, comme Pour rappel, nous faisons de la formation OpenShift dans notre parcours. Exactement, exactement. Donc, Malia, je pense que oui, elle a déjà ce parcours. Hein, voilà. Je te fais un peu de pub. Donc, voilà. Je continue la pub. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau d'OpenShift, on peut carrément planifier l'usage automatique de la scalabilité, de la mise en disponibilité de VM ou bien d'instances. Ou bien de containers en mode agilité, en mode container, qui va se faire bien sûr via l'orchestration. Aujourd'hui, bon, tout le monde connaît Docker et les containers et l'orchestration par l'outil Kubernetes. Et l'OpenShift se repose sur l'usage de Kubernetes et des containers pour offrir cette infrastructure as a code. Et de telle façon, on déploie plus de machines au besoin. Si on a moins de load, moins d'usage, automatiquement, on détruit les VM qui ont été créés automatiquement sans l'interaction des équipes des opérations, sans l'interaction des équipes de développement. Donc, on crée de la ressource automatiquement et on réduit les ressources automatiquement selon besoin et des critères qui ont été définis lors de l'établissement du code de l'infrastructure. Donc, si je comprends bien, on est grâce à celui qui a inventé la virtualisation, bien sûr. Oui. Sans la virtualisation, ça ne ben oui, c'est clair. Il faut bien le dire, hein, il faut merci pour celui qui a inventé la virtualisation. Ça existait depuis les années 90 et ça a été bien mis en évidence avec VMware juste après. Mais bon, c'est un peu ça. Et donc, orchestration, automatisation. Donc, deux termes qui vont ensemble, hein, parce qu'on ne peut pas automatiser si on ne peut pas orchestrer. Et l'orchestration des ressources, c'est comme les curseurs. Voilà. Je rajoute, je vois qu'il est saturé, je rajoute. Et pour revenir au concept des containers, parce que c'est bien le mot anglais, il est très bien, oui. Mais j'aime bien toujours donner cette définition qui est très simple. Imaginez que vous avez un conteneur, que vous avez de la marchandise, que vous devez embarquer à partir de la France pour en Algérie, vous le mettez dans un conteneur, ce conteneur, vous le mettez dans un bateau, vous vous en foutez de ce qui c'est le bateau, par quoi il fait. L'essentiel, ce qui est à l'intérieur du conteneur ne va pas bouger. Donc, ce qui vous permet d'embarquer toute une infrastructure sans changer réellement d'environnement, même si on la travaille d'un environnement vers un autre. Donc ça, c'est pour introduire un peu le principe du conteneur qui va être la prochaine séance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le DevOps. C'est une thématique qu'on va aborder la prochaine fois. Mais revenons à nos DevOps. Hein. Nous avons juste un petit commentaire là, sur le chat. Oui. L'infrastructure as a code est-elle une solution backup? Aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment ça parce que infrastructure as a code, c'est comme j'ai dit, c'est permettre de faire une modification sur l'architecture qu'on a de notre infrastructure de façon automatisée et de façon agile. Les solutions backup, c'est des solutions d'un autre concept. Si je vais parler sur le même concept en mode cloud, backup as a service,
Ça, c'est un autre concept. On donne la possibilité d'avoir une automation toujours via l'usage du cloud et les fonctionnalités qu'on offre aujourd'hui le cloud en mode virtualisation. Donc, le backup as a service ou le backup carrément nous permet d'avoir la création d'espaces de stockage dédiés au backup de nos données en deux modes, par exemple. Ça, ce qui est connu dans le cloud. Il y a le backup data, il y a le backup en mode snapshot pour tout ce qui est VM et information. Et c'est de permettre de donner à la volée l'espace de stockage dédié en scalabilité, bien sûr, de façon dynamique ou statique selon le besoin du client ou selon le besoin de l'utilisateur, et d'offrir l'espace de stockage à un usage différent selon le concept du client. Faire du backup des données. Ça peut être en mode cloud sur cloud et ça peut être hybride de telle façon, par exemple, aujourd'hui, il y a des entreprises où, par exemple, ils ont une infra en premise au niveau de leur entreprise, au niveau de leur data center, et ils veulent avoir un backup sur un cloud. Et là, ils basculent sur la solution, ce qu'on appelle le backup as a service, où aujourd'hui, le cloud leur permet d'avoir un espace de stockage qui est accessible automatiquement, de façon automatisée, transparente, pour que ce soit pour le propriétaire du cloud ou l'ingénieur de l'entreprise, et qui se fait de façon automatisée par des accès ou bien par des API, ce qui fait le plus souvent aujourd'hui, vu l'agilité qu'offre le cloud, et accéder à créer les jobs de backup au niveau de ce data center. Donc, l'infrastructure as a code, c'est pas vraiment le backup. L'infrastructure as a code permet de créer, de modifier son infrastructure de façon automatique par script, par code, et qui permet de créer en mode scalabilité, augmentation des ressources, diminution de ressources, ajouter de l'agilité par rapport à d'autres principes, modification automatiquement d'une configuration de load balancer, par exemple, et modification des ressources d'un firewall, c'est ça. Je me permets d'interrompre, je vais juste résumer à cette question-là. Il ne faut pas faire l'amalgame entre l'implémentation d'une infrastructure et sa fonctionnalité. Exactement. L'infrastructure as a code nous permet de mettre en place une infrastructure suivant la ressource, suivant la surveillance. Mais la fonctionnalité qu'on lui donne à cette infrastructure, elle peut être un serveur principal, elle peut être un backup, elle peut être autre chose. Exactement. Donc il faut faire le distinguo entre l'implémentation et pourquoi on veut l'implémenter. Et là, on peut parler de backup, on peut parler de ce qu'on veut, firewall, etc. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités. Exactement. Donc, juste parce que le temps passe très vite. Oui, je remarque. Et là, on n'a pas abordé plus de la moitié de notre sujet. D'accord. Oui. Si tu peux, on va aller très vite. Tu as déjà parlé des avantages de DevOps. Oui. Rapidement, juste pour aborder une autre thématique très intéressante et les bonnes pratiques, etc. Mais parle-moi très rapidement des avantages de DevOps. Alors, l'avantage des DevOps, en premier, c'est l'accélération du delivery. Pourquoi l'accélération du delivery? Comme je l'ai cité, on n'a pas besoin de réaliser donc tout. deliver faster. Yes. C'est pas de développer toute la plateforme et après passer au test et à la validation de notre développement. La résolution rapide du fait qu'on a des codes et des fonctionnalités différentes, chaque fonctionnalité a son propre code qui a passé toutes les étapes des tests, on peut facilement distinguer l'erreur où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est au niveau code, est-ce qu'elle est au niveau infra, et accessibilité rapidement de la résolution du problème. Il y a la disponibilité accrue. L'exemple parfait que je pourrais dire, c'est ce que je viens en train de citer, la scalabilité, par exemple par des microservices et infrastructure as a code, qui nous permet d'avoir beaucoup d'accessibilité via l'agilité de l'infrastructure et l'implémentation en développement automatique de la plateforme, et aussi l'optimisation de ressources. Comme je viens de citer, l'optimisation, ça nous permet de quoi? Augmenter la capacité infra selon le besoin d'applicatifs, diminuer l'infra selon le besoin du workload qu'on a actuellement. Sans oublier l'automatisation, sans oublier les quick wins. Les quick wins, exactement. Les quick wins, on délivre rapidement. Donc, bien sûr, l'élément le plus important, c'est l'innovation. Ben oui. Parce que là, on innove, parce qu'on est modulaire, on innove, on va très vite. Très bien. Alors, une question importante, pourquoi est-il si important le DevOps maintenant? Ben, aujourd'hui, l'impact du DevOps, c'est toutes les entreprises aujourd'hui qui commencent à savoir quelle est la valeur des DevOps, parce que en premier lieu, ça donnait à la résolution d'une problématique qui existait toujours
comment faire la collaboration entre les devs et les opérations. Ça, c'était un point noir dans toutes les entreprises où à chaque fois, on perdait beaucoup de temps par rapport à la résolution des problèmes, trouver trouver le meilleur, le milieu entre qui pourra répondre tout ce qui est prérequis et livrable des deux entités. Aussi, améliorer automatiquement la détection des problèmes, résolution des bugs de toute façon automatisée dans une plateforme en production. C'est ça la valeur ajoutée réelle. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire tout cela dans une plateforme en production. Autrement dit, déjà, on a la plateforme qui est en production et on veut ajouter une fonctionnalité. Et là, au lieu de recompiler, de stopper, de recompiler, de redéployer toute la solution, là, on fait le développement du module qui nous concerne, de la fonctionnalité qui nous intéresse. On fait tous les tests, on fait le déploiement, on fait l'intégration, les tests, et là, on lance en production tout en laissant toute la plateforme en global en production. Et c'est ça qui fait gagner de l'argent et c'est ça qui fait le bonheur des Là, tu viens entreprises. de résumer la chaîne de valeur. Exactement. La chaîne de valeur, c'est planification, Planification, et développement, test et et déploiement en continu dans un environnement de surveillance. surveillance, dans un environnement de production. Et la supervision. Pourquoi la phase des tests est si importante? Ben, je vous donne un exemple. La phase de test, elle est importante parce qu'aujourd'hui, la phase de test permet déjà de détecter l'impact sur une fonctionnalité ou une valeur dont la base initiale, c'était de créer de la valeur ajoutée à un client. Donc, il se peut qu'on fait une modification, une intégration d'une nouvelle fonctionnalité et qu'il y a un dysfonctionnement. Alors, le dysfonctionnement, comment on va le savoir si on ne pourra pas le tester de façon modulaire sur le test qu'on a déployé? Parce qu'il se peut que l'impact sur un module peut affecter d'autres modules. Et la phase de test nous permet d'avoir la confirmation et la fiabilité de code qui a été intégré et aussi les résultats attendus sur le module qu'on vient d'implémenter. Aussi, du fait qu'on travaille sur une plateforme en production, l'impact d'un mauvais code ou d'un dysfonctionnement peut être fatal. Donc, il peut impacter toute la plateforme, toute la solution. Et la phase de test, elle doit être obligatoire pour garantir cela et l'intégrité de la solution. Pour garantir l'intégrité de la solution et le faire de façon agile et rapide en quick win, c'est là où on devra faire directement lancer la phase de test et par des modules de test automatiques parce qu'il faut pour éviter l'interaction ou bien l'impact humain parce qu'on peut avoir parce qu'il y a le cas de développement de solutions en desktop ou de solutions en solution standalone, on fait appel à des gens, des testeurs qui vont tester l'applicatif. Donc, du fait qu'on utilise une fonctionnalité dont on connaît le comportement, dont on a développé pour un comportement bien précis, on réalise des scripts de test qui nous garantissent que le comportement est bon et que toutes les KPI qui devaient être abouties et les statuts de l'environnement, que ce soit en workflow, en data, doivent être conformes. On réalise des scripts automatisés pour enlever l'interaction humaine et que ce soit de façon rapide et efficace. Voilà pourquoi on établit le test. Moi, avant d'aborder, parce qu'on va réserver les 5 dernières minutes pour les bonnes pratiques du DevOps, je vais avoir une thématique qui est, parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, on a beaucoup de séminaires, le DevOps et la sécurité. OK. Sachant que les gens de l'infra sont très soucieux de la sécurité, parce qu'ils sont garants de l'infrastructure, et les gens du développement sont aussi très soucieux d'une infrastructure pour avoir cette sécurité. Maintenant, comment aujourd'hui on peut parler de sécurité? Comment on peut parler de DevOps orienté sécurité sur beaucoup de choses? Alors, l'aspect sécurité, c'est un aspect très important aujourd'hui qui a son impact pour les deux entités, par rapport aux développeurs ou par rapport aux équipes des opérations. Et surtout, je vais le dire carrément, par rapport surtout à l'équipe des opérations, parce qu'avoir une faille de sécurité, son impact est très clair. C'est la stabilité et les performances. Ce qui est le souci, ce qui est vraiment le souci des opérations. Et par rapport à l'usage externe, les utilisateurs finaux ne vont pas savoir si c'est la faute de l'infra, donc ils vont dire que c'est un mauvais produit, c'est une mauvaise application qui va avoir impact directement le travail et le labeur qui a été fait par les développeurs. Donc, comment on pourra bypasser à ça, c'est que via le DevOps,
déjà, on a les prérequis qui ont été établis par les développeurs et la mise en application de ces prérequis par les DevOps, par les opérations, qui vont intégrer par des chartes et des critères bien définis selon des prérequis qui sont nécessaires, obligatoires au niveau d'infra, qui doivent être appliqués, respectés par l'équipe développement. Alors, pour garantir à ce que chacun fait son rôle de façon à respecter les critères de sécurité qui vont être implémentés, créer une faille au niveau du code ou bien créer une possibilité à ce que, les opérations puissent avoir la ressource disponible tout en donnant l'intégrité des données, cela permet garanti par le DevOps. Parce que le DevOps, du fait que l'un des soucis prioritaires, c'est de garantir les prérequis et les livrables de chacun par rapport à l'autre. Donc, il va prendre en considération tout ce qui est aspect sécuritaire, sécurité des données et du code par rapport aux développeurs via l'implémentation automatisée du code de développement sur une structure sécurisée qui va être implémentée par les équipes des opérations en mode container sur un container sécurisé et par rapport aux équipes opérations qui vont nécessiter à ce que les utilisateurs et les développeurs vont implémenter tout ce qui est bonne pratique et respect de l'usage de l'infrastructure pour tout ce qui est création de ports, création de l'usage de flux inter-serveurs, connectivité avec des serveurs de base de données, des microserveurs et surtout l'usage des API, ce qu'on appelle l'authentification et le token nécessaire par rapport aux accès avec ces API. J'ai une question d'un internaute qui parle de est-ce que le test est la meilleure méthode pour connaître les failles de l'application ou bien le code? Alors, le test, il permet à tester à quoi? Il permet de tester le comportement d'une application. Le comportement d'une application, en quoi? Le comportement de l'application par rapport à plusieurs KPI. KPI qui vont être les délais de traitement, l'usage des ressources et l'implémentation des données qui vont être en flux par rapport à plusieurs entités de l'infrastructure et aussi par rapport à tout ce qui est bug et les stack flow. Donc, aujourd'hui, si on fait un test, par exemple, dans le cas de DevOps, on crée des tests, des scripts de tests qui doivent répondre à un scénario prédéfini. Le scénario, c'est quoi? C'est le but même de la création du module. Je vous donne un exemple. Je veux créer un module, je veux créer une fonctionnalité à ce que si je lui donne ces informations, mon résultat, je veux qu'il soit tel défini. Donc, j'ai le scénario, j'ai les données d'entrée qu'il faut, que je dois donner à ce code et les données qui doivent être en sortie. Donc, le test automatisé qu'on doit réaliser par des scripts, que ce soit, bon, j'écris des scripts, mais les tests, il y a une multitude de tests. Hein. Donc, il y a des tests au niveau d'usage et d'équipement des données. Il y a des tests qui doivent être en simulation de clics par des outils bien précis comme Selenium et tout, où on va simuler l'usage UI, donc tout ce qui est interface. Et il y a les tests, tout ce qui est données, flux, tout ce qui est back-end. Donc, on teste les deux. Hein. On teste tout ce qui est front-end et on teste tout ce qui est comportement en back-end et pour arriver à un résultat bien défini. Donc, confirmer que le code est bon si mon code répond au scénario sur lequel il a été implémenté. Ça, c'est un point. Le deuxième point, est-ce qu'il le fait de la bonne façon? Est-ce qu'il le fait de la bonne façon? Est-ce qu'il consomme moins de ressources? Est-ce qu'il a fait de façon à un temps de réponse bien précis sur lequel il doit être prédéfini à l'avance par rapport à l'usage de ce temps de réponse. Et c'est les tests qui nous permettent de l'avoir. Donc, le test va nous donner d'un côté le résultat du scénario qu'on doit avoir, donc la conformité du livrable du code, est-ce qu'il fournit le bon résultat, et son comportement via le test de tout ce qui est KPI ressources et l'usage en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on parle test pour tout ce qui est infra, test pour tout ce qui est résultat. Donc, l'impact du code est par rapport à cela. Comme il nous reste 5 minutes, oui. Ça passe vite, parce que c'est tellement... il y a tellement de questions. Oui, c'est un sujet assez... Mais moi, je voudrais aborder en termes généraux, parce qu'on est dans un thème technique, mais en même temps, on parle généralité, parce que si on va aller plus au fond, chaque module
et plus qu'un webinaire, hein, plus qu'une heure. Je voudrais parler des bonnes pratiques de DevOps. Si on veut aujourd'hui adopter le DevOps dans l'entreprise, comment le faire? Quelles seraient les bonnes pratiques? Ben, aujourd'hui, par rapport aux bonnes pratiques, c'est déjà comment donner de la valeur ajoutée au concept et à la culture DevOps dans une entreprise. Donc la culture. Ben oui, c'est une culture. Une Il faut culture. la culture, lorsqu'on dit culture, donc automatiquement, on doit vraiment aller vers l'implémentation de deux choses importantes. C'est déjà la méthode agile et la collaboration. Ça, c'est deux points qu'on doit implémenter automatiquement dans une Donc c'est entreprise. plus le col blanc qui sait tout et Ben vous ne non, savez rien. Donc non, non, je non, sais ça, tout, tout le monde collabore et tout moi, le je suis monde dans est mon agile. coin, toi, tu es dans ton coin. Très bien, Moi, je sais très bien, très bien. je suis le dieu de ce que je fais. Ouais. Toi, tu l'es. Donc, Donc bon, je n'ai la jamais. nouvelle génération le fait systématiquement. Donc ça Donc, va. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective et tout le monde collectif. partage. Très Exactement. bien. C'est pour ça que j'avais dit que ça doit être sur le partage, sur le Ouais. transparent. Elle s'oriente sur tout ce qui est mindset open Très bien. source. Très bien. Donc, on doit avoir de l'agilité, créer des concepts d'agilité. Et l'agilité, alors je parle de toutes les phases d'agilité, c'est la planification et les autres étapes qu'on doit implémenter. Donc, il faut ajouter ce concept à l'entreprise. Ça, c'est la priorité des choses. Aussi, il faut accepter le changement. Par exemple, parce que aujourd'hui, l'équipe opération vous dit, voilà, moi, je veux pas qu'on garantisse, qu'on donne cette nouvelle fonctionnalité, j'accepte pas, ça va affecter Donc mon ne plus travailler en infrastructure. mode silo. Voilà. Donc, il faut accepter le changement Ouais. au niveau de tout département, accepter ce qu'il y ait des concessions et tout en respectant l'intégrité et la fiabilité du service de chacun département, chaque entité. Développer les compétences. Aujourd'hui, comme j'ai dit, le DevOps nécessite des profils assez importants qui ont des aptitudes techniques très poussées. Aujourd'hui, on le sait très bien, il n'est vraiment pas commun de trouver, ou le de banal, de trouver un développeur qui maîtrise tout ce qui est système, qui est réseau, et vice-versa. Donc, aujourd'hui, avoir des compétences qui puissent interagir avec ces deux domaines nous donne de la flexibilité, nous donne de l'agilité et nous facilite la collaboration interdépartementale de telle façon à arriver à créer de la satisfaction client et une valeur ajoutée aux produits qu'on va fournir tout en garantissant l'agilité et la rapidité et les cookings qu'on devra faire en moins de temps, ce qui a un impact sur le coût et l'importance. Donc, faciliter la collaboration, c'est voilà, c'est créer des gestions par des teams. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, le mode agile, créer des scrums et des sprints plutôt, et affecter des membres à chaque sprint, ce qu'ils appellent des membres multidisciplinaires, et le tout est orchestré par le Master Scrum, ce qui est qui va le rôle du chef de projet, intégration développement de toute cette équipe, nous donne l'aspect collaboratif et il nous garantit le produit final. Mesurer les performances. Alors, mesurer les performances, ça c'est important. Aujourd'hui, on fait tout cela pour quoi? Pour garantir des KPI importants et qu'on doit vérifier à ce que ces KPI sont atteints. Moins de temps de développement, moins de temps de recodage et de résolution des problèmes. Distinguer et trouver facilement, rapidement toutes les dysfonctionnalités qu'on peut avoir et garantir une stabilité et optimisation de ressources, ce qui nous permet de gagner en performance. Exactement. Très bien. Mais là, tu favorises un recrutement d'un ingénieur DevOps ou on essaie de faire un change et de développer des gens? Juste pour finir rapidement, parce que tu as quand même un peu de temps. aujourd'hui, tout CTO dans une entreprise, le bonheur, c'est d'avoir que des DevOps. Ah, ok, très bien. Donc, bah, écoute, je te remercie Le plaisir est pour moi. ces généralités. Merci J'espère qu'on a pu répondre à tout ce que. à ceux qui étaient avec nous ce Voilà, soir. ça a passé très vite. Ça passe très vite. Oui. On vous promet d'autres C'est toujours un webinaires. plaisir. Cette vidéo sera diffusée sur le site d'ATC. Donc, vous la retrouverez sur le site d'ATC dans une semaine, Inch'Allah, juste après les hits. Je remercie ATC, Adex Training Center et Malia de nous avoir organisé ces soirées technologiques pour les charger, pour nourrir l'esprit, ne pas nourrir uniquement le ventre. Et donc, nous vous promettons beaucoup d'autres webinaires techniques
qui vont dans le sens de l'intégration du cloud, de la sécurité, du conteneur. Et on va aller développer beaucoup en approfondi certaines choses. Exactement. Donc, je te remercie. Merci à toi, merci à toi. Zahir, de Merci ça. à toi, c'est Donc, un plaisir de on vous partager dit à comme tous, d'habitude. صحة عيدكم. صحة يكون ان شاء الله كل عام تكونوا بخير ان شاء ان شاء الله الله. ان شاء الله علينا الله وجميعنا. يغفر الجميع ان شاء الله. آمين. ان شاء الله هذا رمضان ربي يتقبل منا ويتقبل منكم ان شاء الله. وصحة صحتكم وان Et شاء au الله. prochain webinaire. Hein. Prochain webinaire et encore plein de surprises venant d'ATC concernant plusieurs thématiques de formation. ان شاء الله. Faut aller au cours surtout par l'OpenShift. Hein. Ouais. Je Voilà. vous invite à découvrir nos parcours sur la formation ATC. D'ailleurs, dans le On a des parcours DevOps. DevOps. On a un parcours ingénieur DevOps sur les technologies Red Hat, bien sûr. Mais on favorise beaucoup plus l'open source parce qu'on parle que l'open source, ça fait partie de l'intelligence collective, ça fait partie de la générosité de chaque ingénieur de partager ce qu'il a avec ceux qu'ils ont partagé avec lui. Et là, on reste toujours à ce qu'on appelle la collaboration et ensemble, on peut aller avancer très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.